Une vidéo qui va une nouvelle fois mettre à l'honneur une méthode centrale en économie qui est la méthode des modèles. Un modèle ici qui va prendre la forme d'une fonction de production utilisée pour analyser les sources de la croissance. Votre objectif sera de savoir expliquer l'intérêt d'une fonction de production particulière, qui est la fonction de production néoclassique, puis de savoir utiliser cette fonction afin d'analyser les sources de la croissance. En termes de savoir-faire, l'utilisation de cette fonction supposera que vous connaissiez la fonction logarithme ainsi que la représentation de cette fonction dans un diagramme semi-logarithmique. On rappelle les notions au programme, modèle, fonction de production, croissance économique, facteur de production, travail, capital. On travaillera en 7 temps. On commencera d'abord par rappeler en quoi consiste la fonction logarithme. On exposera dans un deuxième temps la fonction de production néoclassique. Puis, dans les points 3, 4 et 5, on verra ce que nous apprend cette fonction de production pour analyser la croissance. On appliquera dans un sixième point cette fonction dans l'analyse des sources de la croissance et on terminera par un bilan. Premier point, donc un préalable, introduction à la fonction logarithme. Imaginons une variable x, donc x peut désigner ici n'importe quoi, un nombre d'habitants, un nombre de voitures, peu importe. La première chose à faire est d'être capable de réécrire cette variable en base 10. L'écriture en base 10 consiste à dire combien de fois est-ce qu'il faut multiplier 10 par lui-même pour obtenir x. Par exemple, 100 s'écrit 10 fois 10, donc 10 au carré. 10 au carré représente 100 écrit en base 10. 2 désigne le logarithme décimal de 100. Donc je vous invite à écrire le logarithme de x dans le tableau suivant. Donc vous avez dû normalement obtenir les résultats suivants. Quel est l'intérêt de transformer x en logarithme de x? L'intérêt, il est d'abord graphique. Par exemple, ici à gauche, on a représenté l'évolution de x dans le temps. On considère ici que x a évolué entre 2017 et 2024. On voit immédiatement que à travers la représentation standard, donc celle de gauche, eh bien, on a l'impression que x, entre 2017 et 2022, n'évolue pas et reste à un niveau très petit. Or, on voit bien, dans la première ligne du tableau du haut, que x n'est ni petit ni constant. Donc on voit ici que lorsqu'on veut représenter sur un graphique des données qui évoluent très fortement, puisqu'on passe ici de 1 à plusieurs centaines de milliers, lorsqu'on veut représenter ce type de données, l'intérêt de passer par le logarithme est de pouvoir représenter des données très différentes sans donner l'impression d'un écrasement des données. Et effectivement, vous avez ici sur le graphique de droite la même évolution de x, mais représentée dans un diagramme semi-logarithmique. C'est-à-dire qu'on a gardé en abscisse le temps qui passe, donc entre 2017 et 2024, mais on a pris en ordonnée le logarithme de x. On a ici une fonction linéaire qui a l'avantage de ne pas sous-estimer l'évolution de x. Quelques précisions mathématiques que vous reverrez en cours de maths, sur lesquelles on ne va pas s'attarder ici. Il y a essentiellement un aspect qui va nous intéresser, c'est la dérivée. La dérivée de la fonction logarithme de x, c'est 1 sur x, c'est-à-dire l'inverse de x. Donc on reconnaît ici à travers 1 la dérivée de x. Donc si on généralise, on peut dire que la dérivée du logarithme d'une fonction est égale à la dérivée de la fonction divisée par la fonction elle-même. Par exemple, si notre fonction est 3x carré plus 2x moins 1, alors la dérivée du logarithme de cette fonction s'écrit de la façon suivante. Un rappel mathématique qui va nous être très utile. L'étude du signe de la dérivée d'une fonction nous indique si cette fonction est croissante ou décroissante pour une variation infinitésimale de x. En économie, la dérivée du logarithme d'une fonction désigne donc le taux de variation de cette fonction entre deux dates très rapprochées. C'est une première propriété qu'il va nous falloir retenir. Il y en a une deuxième, c'est que le logarithme du produit de deux fonctions est égal à la somme du logarithme de chacune des fonctions. Démonstration, le logarithme de 2 fois 3 est égal au logarithme de 6. Le logarithme de 2 plus le logarithme de 3 est égal au même résultat. Donc, on peut bien écrire que
le logarithme du produit de deux fonctions est égal à la somme du logarithme des deux fonctions. On a donc deux propriétés à retenir. D'une part, c'est que la dérivée du logarithme d'une fonction désigne le taux de variation de cette fonction entre deux dates très rapprochées, et d'autre part, c'est que le logarithme du produit de deux fonctions est égal à la somme du logarithme de chacune des fonctions. Deuxième temps, donc un modèle d'analyse de la croissance, la fonction de production néoclassique. On a coutume d'utiliser une fonction de production néoclassique en référence aux économistes qui écrivent à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et le premier à nous donner une expression claire, formalisée de la fonction de production est un Américain, John Bates Clark. Il nous dit la chose suivante. La quantité produite, Q, est fonction des quantités de capital fixe et de travail utilisé. Une autre façon d'écrire cette fonction est de dire que le taux de croissance de la production est fonction du taux de croissance du capital et du taux de croissance du travail. Autrement dit, plus vous accumulez du capital, K, plus vous accumulez du travail, L, et plus vous avez de la croissance économique. L'inconvénient de cette fonction, ou en tout cas de l'expression de cette fonction, est qu'elle ne nous dit pas quelle est la forme de f. Par exemple, au fur et à mesure que le temps passe, est-ce que la production est croissante ou décroissante? Est-ce qu'elle est plutôt convexe, plutôt concave ou plutôt linéaire? On va donc se demander quelle forme de f les économistes utilisent en général. La forme qu'ils utilisent en général, c'est celle qui nous est donnée par un mathématicien et un économiste, Charles Cobb et Paul Douglas. Tous les deux s'inspirent du premier économiste, donc un Allemand, von Thunen, qui utilise la notion de dérivée en économie. Et ils nous disent, voilà, les quantités produites sont égales au produit des quantités de facteurs utilisés, moyennant un coefficient A. Nous, dans cette vidéo, et plus généralement en cours de SES de terminale, on va utiliser une version très simplifiée de cette fonction. On va considérer que A, alpha et bêta sont égaux à 1, ce qui nous permet de dire tout simplement que les quantités produites sont égales au produit des quantités de facteurs utilisés. Alors pourquoi cette fonction est-elle particulièrement utile et facile d'utilisation? En réalité, on peut facilement montrer qu'à partir de cette expression de Q, on peut retrouver l'expression de la croissance économique. Je vous invite, après avoir mis cette vidéo en pause, à retrouver comment, à partir de l'expression de base de la fonction, comment est-ce qu'on peut exprimer cette fonction de cette façon-là. Si vous avez retenu les propriétés que nous avons vues dans la diapo précédente, on peut réécrire cette fonction de la façon suivante. Et en considérant que delta est très petit, alors on a bien ici la fonction suivante qui nous dit que le taux de croissance de l'économie, donc le taux de croissance des quantités produites, est égal à la somme des taux de croissance du capital fixe et du travail. Autrement dit, à la somme des taux de croissance des facteurs de production utilisés. On va tester maintenant cette fonction de production et voir comment évolue la production lorsque K reste constant et L est variable. Seule la quantité de travail utilisée varie. Donc on va imaginer que l'on a 10 périodes. On voit ici que entre chaque période, la quantité de capital utilisé reste fixe, donc à 10, ça peut être par exemple 10 machines. En revanche, le nombre de travailleurs utilisés augmente à chaque fois d'1 à 1 de période en période. Donc je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à compléter les deux colonnes manquantes. Donc vous avez dû trouver les résultats suivants. Si on s'amuse à représenter la production et le taux de croissance de la production dans des graphiques Excel, on constate que la production est croissante avec le temps et que cette croissance se fait de manière linéaire. C'est le graphique de gauche. Le graphique de droite, en revanche, nous montre que le taux de croissance de la production, c'est-à-dire le taux de croissance économique, lui, il est décroissant. Il est décroissant et en plus il est convexe. Donc ça veut dire que plus le temps passe, plus la production augmente, mais de manière ralentie. Autre élément à observer, quand on regarde le tableau de droite, c'est que la somme des taux de croissance de chacun des facteurs est bien égale au taux de croissance des quantités produites. Donc c'était une propriété qu'on a mise en évidence juste avant. Deuxième test, on va imaginer maintenant qu'on multiplie chacun des facteurs de production par un petit coefficient.
Donc on va imaginer que K et L sont multipliés par 1% entre chaque période. Je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à retrouver les deux données manquantes ainsi qu'à compléter la dernière colonne du tableau. Donc on retrouve les données manquantes. On constate cette fois-ci que la production est toujours croissante mais de manière nettement différente par rapport à tout à l'heure. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que cette fois-ci le taux de croissance, lui, il est constant. La production augmente de manière constante à travers le temps. On observe, là encore, la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que la somme des taux de croissance des facteurs est égale à la croissance économique. Troisième test, on va maintenant multiplier chacun des facteurs par un gros coefficient, cette fois-ci donc 30%. Là encore, après avoir mis cette vidéo en pause, je vous invite à retrouver les deux données manquantes. Donc si K augmente de 30%, ça revient à multiplier le facteur K par 1,3. Même chose avec L. Graphiquement, on voit là encore que la production augmente, mais là encore de manière très différente par rapport à tout à l'heure. En revanche, lui, le taux de croissance est toujours constant. Par rapport à tout à l'heure, il y a une différence centrale, c'est que maintenant qu'on a multiplié nos facteurs de production par un gros coefficient, eh bien la somme des taux de croissance des facteurs cesse d'être égale à la croissance économique. Comment utiliser notre modèle pour analyser les sources de la croissance? Donc on va partir d'un tableau construit par l'OCDE qui nous donne la croissance du PIB ainsi que les contributions de chacun des facteurs de production à la croissance économique. La ligne en verte ici nous donne les données de la croissance telles qu'elles sont prévues par notre modèle. C'est-à-dire qu'on devrait avoir ces résultats-là si notre modèle se vérifiait dans la réalité. Je vous invite à interpréter tout d'abord les trois données entourées, puis ensuite préciser quelques-uns des enseignements qui nous sont donnés par notre modèle. Quand on veut interpréter des données, il faut être attentif à tous les éléments. On voit ici qu'on a affaire à des données annuelles moyennes sur une période allant de 1985 à 2011. Autrement dit, on peut dire qu'en France, entre 1985 et 2011, d'après l'OCDE, le capital a augmenté chaque année en moyenne de 0,7%. On peut dire également qu'au Royaume-Uni, le facteur travail a augmenté chaque année en moyenne de 0,3%. On peut dire enfin qu'aux États-Unis, toujours sur la même période, les quantités produites, autrement dit le PIB, a augmenté chaque année en moyenne de 2,6%. Que nous apprend ce modèle? On constate à chaque fois que la somme des taux de croissance des facteurs de production est systématiquement différente du taux de croissance économique. Même sur des petites variations de K et de L, le taux de croissance économique est toujours supérieur à la somme des taux de croissance de chacun des facteurs. Autrement dit, K et L ne sont que des sources parmi d'autres de la croissance. Il y a sans doute d'autres sources de la croissance à chercher qui ne sont pas directement liées à l'accumulation de capital et de travail. Il faut retenir, première chose, la fonction de production néoclassique est un modèle, donc une représentation simplifiée de la réalité, utilisé pour analyser les sources de la croissance de long terme. On dira que les quantités produites sont fonction des quantités de facteurs K et L utilisés. Une autre façon de dire est de dire que la croissance économique dépend de la croissance du facteur capital et de la croissance du facteur travail. Pour spécifier cette fonction, les économistes utilisent souvent la fonction Cobb-Douglas, donc imaginée en 1928, de façon simplifiée et grâce aux propriétés mathématiques de la fonction logarithme. La Cobb-Douglas est facile à utiliser pour analyser la croissance. Si on considère que A, alpha et bêta sont égaux à 1 et si delta est très petit, alors la croissance économique est tout simplement égale à la somme de la croissance de chacun des facteurs de production utilisés, K et L. Néanmoins, on a vu que cette propriété ne se réalisait pas forcément. Ainsi, l'utilisation de cette fonction pour analyser les sources de la croissance montre que même si delta est petit, alors le taux de croissance économique est systématiquement plus élevé que la somme des taux de croissance des facteurs de production utilisés. On en déduit donc que l'accumulation de travail et de capital fixe n'explique qu'une partie de la croissance. Sans doute que A, alpha et bêta ne sont pas égaux à 1.
on verra qu'une partie de la croissance est endogène. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo.